Pour le docteur Chevalier, beaucoup d'entre nous sont en train de se préparer un avenir compliqué, celui de droguer au sucre. Il y a une forme de dépendance au sucre pour ceux qui en consomment de façon, je dirais, constante, chronique et excessive. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une libération de dopamine au niveau du cerveau, c'est un neurotransmetteur, et que finalement, si on arrête brutalement cet apport en sucre, notamment de façon expérimentale chez des animaux comme le rat, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle un syndrome de manque, un syndrome de sevrage qui se met en place, et le rat devient plus angoissé, plus agité, etc. Donc, effectivement, il peut exister une dépendance au sucre sur des consommations qui sont des consommations chroniques, encore une fois, et un petit peu excessives. Pour nous convaincre du danger, le docteur Chevalier nous entraîne dans les rayons d'un supermarché. Des courses, comme beaucoup les pratiquent. Il remplit son caddie comme une mère de famille. Des boissons, des yaourts, des pâtisseries. Une avalanche d'aliments aux étiquetages variés. Des produits sucrés, sans sucre ajouté, 30% de sucre en moins, du light. En première ligne, ce sont les boissons qu'il va décrypter pour nous. Il y a beaucoup de produits pour lesquels le sucre a été incorporé. Alors à la fois, par exemple, des jus, des nectars, où on voit il y a 11,5 grammes de sucre pour 100 millilitres. Donc un verre moyen, ça fait 200 millilitres. Donc chaque verre de ce produit-là contient 4 morceaux de sucre. Dans un produit de ce type-là, vous avez à peu près un sucre et demi pour 100 millilitres. Donc ça vous fait pour 1 litre 15 sucres. Et pour 2 litres, donc là-dedans, on a l'équivalent de 30 morceaux de sucre. Cette canette, ce sont 5 morceaux d'un sucre que l'on ne peut pas voir. Nous en ingurgitons de plus en plus. Une étude de l'Institut national pour la santé indique que la consommation des sodas et des jus est en constante augmentation chez les jeunes. Nous sommes extrêmement préoccupés que les adolescents, les jeunes adultes, consomment autant de jus industriels, que ce soit des sodas, des jus d'hiver, des thés glacés, etc. Nous sommes extrêmement préoccupés par cette situation et sur l'avenir. Le sucre peut se cacher sous des formes difficiles à déceler, comme les sirops de glucose ou de fructose, qui sont très utilisés. Ce type de sirop, on en trouve de plus en plus dans l'alimentation et il est relativement peu comptabilisé dans la consommation totale de ce qui est pris. Donc on fait une évaluation insuffisante, si vous voulez, de la consommation de ces sucres. Nous voulons contacter les 10 plus importantes entreprises du secteur des boissons et des aliments tout préparés pour savoir comment ce sucre est utilisé et comment il répond aux inquiétudes des professionnels de la santé. Mais joindre les responsables et obtenir leur accord pour venir filmer chez eux relève de l'impossible. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à la personne qui se... David Servan-Schreiber n'est plus le seul à lier l'augmentation du nombre de cancers avec l'environnement et l'alimentation industrielle. Les statistiques et les recherches récentes lui donnent raison. En 25 ans, le nombre de nouveaux cancers a doublé. De l'arsenic, du plomb, du mercure, des dioxines, des furanes, des PCB et plusieurs dizaines de pesticides différents. Nous avions commencé cette enquête en découvrant que le sang de notre journaliste, comme celui de tout un chacun, est pollué. Nous en connaissons maintenant les causes. L'industrie agroalimentaire nous vend des produits déséquilibrés, les contrôles publics sont insuffisants, l'alimentation de qualité est souvent chère. Et pourtant, rien n'est irrémédiable. Comme nous l'ont démontré nos experts, nous avons tous le choix de modifier notre manière de manger. Le pouvoir est dans le caddie du consommateur. La répression des fraudes a analysé 5000 échantillons de fruits et légumes. Ces équipes ont découvert que la moitié d'entre eux contient des résidus de pesticides. Plus grave encore, 1 sur 10 contient des doses de produits chimiques supérieures aux normes autorisées. Quand on prend l'assiette lambda d'un consommateur, justement, qui ne mange pas bio, il est exposé à combien de types de résidus par jour, par semaine? Par jour, il y a eu différentes estimations qui ont été faites. Je crois que c'est au moins, de manière raisonnable, 20 à 30 résidus différents à travers tous les repas de la journée, en moyenne. Tous les jours? Tous les jours.
Le régime végétarien est un régime santé. Il y a des millions de personnes qui sont végétariens sur la planète et ils sont en santé. Il faut simplement faire attention à suivre les recommandations ancestrales de tradition des cultures qui sont végétariennes. Je pense à la cuisine indienne, par exemple, où empiriquement, on a toujours trouvé une façon de complémenter les protéines. Parce que les protéines de céréales sont incomplètes et les protéines de légumineuses sont incomplètes. Et si on est végétarien, on va aller chercher généralement ces protéines en combinant céréales et légumineuses. Et dans la majorité des cultures, en Orient, c'était la fève soja avec le riz. En Afrique du Nord, ça a été le pois chiche avec la semoule. En Amérique du Sud, ça a été les fèves rouges avec le maïs. Dans toutes les cultures, traditionnellement, on avait réussi à combiner, on consommait pas beaucoup de viande, mais on combinait, de par des produits d'origine végétale, les bons acides aminés pour avoir une protéine complète. Quand on consomme directement cette poudre de lin, alors nous on l'a mis dans du pain pour que ça soit consommable facilement, eh bien on a une baisse de l'ordre de 8% du cholestérol, une baisse de 8% du cholestérol LDL, c'est-à-dire du mauvais cholestérol, et une baisse de l'ordre de 35% des triglycérides. Simplement en consommant 80 grammes de pain, c'est-à-dire 4 tartines de pain dans la journée. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite sur une centaine de patients. Et au bout de 1 mois, les résultats étaient tout à fait probants, aussi bons qu'avec certains médicaments hypocholestéroléniants. C'est du pain actuellement, dans toutes les boulangeries, vous pouvez demander du pain au lin et vous en trouvez. Les huiles et les graisses sont une autre source importante d'oméga 3 pour notre organisme. Mais comment choisir parmi la multitude de bouteilles qui envahit les rayons des supermarchés? Laquelle est la meilleure? L'huile de colza, c'est une huile de consommation courante qui contient le plus d'oméga 3. Donc grosso modo, dans une huile de colza, vous avez de l'ordre de 10% d'oméga 3, moyennant quoi, il y a beaucoup d'antioxydants dedans, il y a de la vitamine E, etc. et c'est stable. Et ces 10% d'oméga 3, c'est excellent pour la santé. Donc c'est un contributeur qui est important, mais qui ne doit pas être le seul, puisqu'il faut aussi des contributeurs animaux, c'est-à-dire la filière terrestre et la filière maritime. S'occuper de sa santé. Là encore, il faut éduquer les contrôleurs, les politiques, les médecins, les universités et les formateurs en médecine, afin de leur faire comprendre qu'il existe des plantes qui aident à lutter contre le cancer. Il existe des plantes aux vertus anticancéreuses. Il existe des plantes qui soignent les nausées et les vomissements. Il existe des plantes qui peuvent soulager des irritations, des plantes qui peuvent faire passer les maux de tête, la fatigue, tous les effets secondaires de la chimiothérapie.